Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette seconde conférence de la journée de la transition professionnelle écologique et solidaire en digital. On va attendre petit à petit que les personnes arrivent. On doit être un peu plus d'une cinquantaine. J'ai pas le chat sous les yeux. Regardez le chat. On atteint la centaine pratiquement. Le temps que tout le monde arrive, se connecte pour attaquer. Donc, vous pouvez effectivement lancer des bonjours nombreux sur le chat. On n'aura que le chat pour les échanges, comme on est avec un grand nombre de personnes. Les questions et les remarques passeront par le chat. Je vais essayer de le garder en visuel, sinon Léa et Clémence, nos deux invités, pourront aussi répondre ou bien noter les questions. On aura le temps de questions plutôt à la fin qui permettra de tout rassembler, mais si vous avez déjà des questions qui viennent, vous pouvez les noter. Et si on vous oublie à la fin, vous pouvez remettre vos questions. Ouais, je crois que vous avez raté ma question. On y répondra avec plaisir. Mais en théorie, Clémence, Léa et moi sommes assez interchangeables pour répondre à pas mal des questions que vous pourrez vous poser. Donc, il ne faudra pas hésiter à les poser au fil de mon intervention, puis des témoignages de Léa et de Clémence. Peut-être que c'est le moment d'en profiter pour vous partager. Peut-être que Léa, toi, tu dois pouvoir l'avoir sans difficulté. Vous partager un petit questionnaire car on a oublié quand vous êtes inscrit de vous demander comment vous nous avez connus. Donc, si vous avez participé à la conférence de Fanny, vous avez déjà répondu. C'est pas nécessaire, mais si c'est la première conférence à laquelle vous participez, Léa va vous partager dans le chat un petit questionnaire qu'on vous remettra peut-être aussi à un moment donné pour que tout le monde le voit, qui nous permettra de bien recueillir les, euh, les médias par lesquels vous êtes arrivé jusqu'à nous, ce qui nous aide à mieux communiquer aussi pour les prochaines journées de la transition pro-écologique et solidaire. Donc vos retours, c'est très simple, c'est très court, ça nous permet simplement de savoir si vous nous avez vu grâce à Gaëtan Gabriel, dans Vox, dans une newsletter d'Institut, dans une lettre d'Antilla, dans le partage de tel ou tel partenaire via votre coach ou accompagnateur bilan de compétences. Ça sera top. Et du coup, c'est dans le, c'est très chouette de le faire en collectif, que tout le monde le voit. Mais c'est plutôt dans le petit formulaire que ça sera utile parce que on va perdre le chat après. Et pour répondre à Sarah, oui, on enregistre nos échanges dès le début. Vous pourrez tout à fait les recevoir. En fait, comme vous êtes inscrit, on enverra le lien, on enverra les liens vers les rediffusions des différentes conférences et ateliers à toutes les personnes participantes inscrites. Donc, pas de souci, si vous manquez un morceau, vous pourrez tout réécouter. Bon, je pense qu'on va pouvoir attaquer. On est à 160 personnes, ça me semble déjà un beau résultat de nombre de participants. Euh, alors, bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais en introduction, moi, c'est Martin, je suis un des cofondateurs d'Institut Transition. Je vais être animateur et intervenant de cette grande conférence Transition écolo, il y a du boulot, avec deux invités qui se présenteront et qui répondront assez vite à une première question sur comment ils en sont arrivés à la transition écologique dans leur parcours professionnel. Léa Bilène, qui sera à la fois représentante d'Asteria, qui est aussi une des cofondatrices de notre institut, qui est aussi administratrice d'Antiela, donc qui pourra avoir des regards sur pas mal de choses, et aussi cofondatrice de la cabane de la recherche. Donc, on nous présentera tout ça, mais qui pourra parler avec plusieurs casquettes, mais qui sera plutôt sur sa casquette de recruteuse chez Asteria à plusieurs reprises, et Clémence, directrice de la maison de l'environnement de Lyon, qui pourra aussi raconter un peu ce qu'est la maison et partager ses expériences de recrutement. Moi, de mon côté, c'est Martin. Je vous dirai un peu plus en détail pourquoi c'est moi qui interviens, mais je suis un des cofondateurs et aussi fondateur, cofondateur d'Antiela et président d'Antiela et coprésident de la Maison de l'Environnement euh, que, que j'ai la chance de coprésider avec Clémence comme directrice. Donc, je pourrais aussi parler avec ces trois casquettes. Peut-être pour celles et ceux qui nous connaissent pas trop, j'ai présenté nos intervenantes avec les logos et les photos. Celles et ceux qui ne nous connaissent pas trop, l'Institut Transition, c'est un institut associatif et non lucratif qui a été créé à Lyon par des dirigeants et dirigeantes d'associations et d'entreprises écolo et solidaires lyonnaises, partant du constat qu'on avait à la fois des enjeux de développement de compétences dans nos associations et dans nos entreprises, d'accueillir aussi des profils plus expérimentés
issus de parcours en évolution pro, et aussi parce qu'on croisait plein de personnes en quête de sens professionnel qui n'avaient pas de dispositif complètement adapté à leurs besoins et qui nous amenaient à créer la première brique qui nous réunit aujourd'hui dans cette journée de la transition pro-écologique et solidaire et dans cette conférence, qui est l'accompagnement des personnes en évolution professionnelle avec un programme qui s'appelle Nouvelle Voie, mais aussi avec d'autres outils qu'on vous partagera à plusieurs reprises dans cet événement, mais aussi par mail, qui sont la lettre évolution et l'espace évolution, qui sont des outils gratuits pour que toutes les personnes en quête de sens puissent avoir des ressources pour évoluer, qu'elles passent ou non par Nouvelle Voie, puisque chaque année, on touche plus de 1000 personnes et en réalité, il y en a 50, 60 qui suivent Nouvelle Voie, donc on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Et pour nous, il y a plein de personnes qui vont simplement avoir des ressources qu'on va leur partager et qui pourront ainsi évoluer professionnellement. Deuxième mission qui est la nôtre, qui pourra nourrir aussi nos regards, enfin mon regard et potentiellement d'autres regards sur les enjeux de recrutement et les enjeux d'emploi dans la transition écologique et les solidarités, c'est qu'on a un deuxième brique, c'est qu'on forme les structures écolo et solidaires dans le développement de leurs compétences sur plein de sujets, le management, la communication, le recrutement, les, le droit du travail, la gestion de projet, etc., etc. Ce qui fait qu'on a, c'est des formations courtes, professionnelles, de 3 à 5 jours, qui nous permettent de pas mal voir les réalités à l'intérieur des structures, leurs besoins, leurs difficultés, leurs défis, et donc potentiellement de répondre à plein de questions que vous avez. N'hésitez pas à les poser, même si celles qui vous paraissent un peu bêtes et méchantes, celles qui vous paraissent un peu gênantes, celles qui vous paraissent un peu piquantes. En fait, on est là pour répondre à toutes les questions. Si vous voulez poser, elles sont pertinentes et par ailleurs, potentiellement, elles aideront d'autres personnes qui n'ont pas osé les poser. Donc c'est plus facile effectivement dans le chat que quand on est de vive voix dans les conférences physiques. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre vos questions. Elles seront toujours bien reçues et pertinentes quand elles répondent à des besoins que vous avez. Dernière mission qu'on a, c'est aussi on accompagne les structures d'action sociale d'éducation populaire à la transition écologique. Et ça, c'est une mission que, par ailleurs, Léa porte au sein de l'Institut en dehors de son mandat d'Asteria. Et donc, on les aide à intégrer mieux les enjeux de transition dans leur métier et mission. Voilà pour la présentation courte de l'Institut. Si vous avez des questions plus détaillées, n'hésitez pas à écrire, à écrire et à répondre. Bon, pour Valérie, j'aurai des chiffres. On peut vous rassurer, les associations recrutent beaucoup encore aujourd'hui. On a eu plus de 500 recrutements sur la région lyonnaise l'année dernière dans ce qu'on a pu analyser. Donc, il y a d'autres enjeux qui pourraient être problématiques, mais le recrutement n'est pas un enjeu majeur, sauf secteur particulier. Donc, on pourra un peu creuser, mais on n'est pas dans une situation qui est problématique. Elle est problématique, mais qui n'est pas aussi problématique qu'on peut le craindre pour celles et ceux qui cherchent du boulot. Alors, petit mot sur moi, donc cofondateur d'Age Transition, délégué à Boîte à Outils que je vous ai présenté, cofondateur et président d'Anciela, qui est une association lyonnaise, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce qui est beaucoup plus probable que quand vous êtes à Lyon, qui a vocation à accompagner des porteurs et porteuses d'initiatives associatives entrepreneuriales dans une pépinière. On en a accompagné plus de 1200 en 10 ans, qui nourrit pas mal notre regard et notre expérience, qui aussi accompagne les gens à s'engager bénévolement dans des associations écolos, solidaires, citoyennes de la région lyonnaise et qui accompagne les gens à agir auprès de leurs amis, de leurs voisins, de leurs collègues pour parler d'écologie et de solidarité et qui a développé 3 médias, le Guide Agir à Lyon, qui rassemble plein d'assauts dans lesquels on peut s'engager sur Lyon et ses alentours, qui ressemble pour les Parisiens et Parisiennes au Guide d'Astéria, qui a été inspiré du Guide d'Anciela il y a quelques années, un magazine Agir à Lyon qui permet de parler tous les mois de plein d'actus, d'initiatives, d'associations, ce qui fait qu'on a un regard sur la région lyonnaise qui est très pointu, sur les autres régions qui est un peu plus euh, variable suivant les territoires, parce que les territoires qu'on va connaître très bien par plein de partenaires, d'autres qu'on découvre complètement si vous êtes pas à La Rochelle, on a forcément des partenaires plus LPO, etc. Mais on connaîtra pas très bien les enjeux de solidarité. Donc, suivant un peu les acteurs, on va parfois être plus ou moins connaisseurs. Donc, le cœur de l'expérience qu'on va vous partager, c'est l'enjeu vraiment région lyonnaise, mais après, par extrapolation, vous pouvez l'adapter au territoire. Et si vous êtes dans certains territoires, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On pourra aussi faire des retours et des adaptations. Pour le SS, question de Sabira, on va donner plein d'éléments dans le cours de mon intervention. Et Maison de l'Environnement, je disais, coprésident, donc qui me met en lien avec plein d'acteurs, mais je laisserai Clémence en parler. Nos recherches à nous aussi, à l'Institut, on a mené une recherche il y a quand même un petit peu de temps, en 2021-2022, sur l'économie de la transition qui nous a permis de pas mal avancer, comprendre les enjeux,
travailler sur les besoins, les métiers, notamment pour développer boîte à outils. Et par contre, chaque année, on a une veille des offres d'emploi qui est de plus en plus poussée via un certain nombre de sites, donc des offres d'emploi officielles. On en reparlera. Mais là, on a une base de plus de 500 offres qu'on a analysées sur l'année dernière, qui permet quand même de donner un certain nombre de réponses, par exemple sur le niveau de salaire, par exemple sur le type de contrat, par exemple sur le type de secteur. Et donc, c'est des choses qu'on nourrit en permanence pour essayer d'avoir des réponses les plus ajustées. Alors, ça sera pas aussi pertinent qu'une recherche INSEE. Alors, pour répondre à Amandine, l'étude, elle est en ligne sur le site, mais je crois pas qu'elle soit très accessible. Donc, s'il y a des questions, il faudra pas hésiter à m'écrire pour la renvoyer. Elle est assez pas pénible à lire, c'est un peu exagéré, mais il faut plus avoir envie de faire de la recherche que de comprendre vraiment les enjeux quand on est en évolution pro, parce que c'est quand même assez c'est assez de la recherche quoi. L'analyse des offres d'emploi, je vais vous en partager les éléments clés. On a plus de détails qu'on pourra envoyer aussi aux personnes que ça intéresse, mais avec les éléments que je vais vous partager, vous aurez déjà une bonne base de ce qu'on a. C'est quand même une étude assez simple pour le coup celle-là, vraiment pour pouvoir donner quelques chiffres et quelques éléments que je vous partagerai. Pour la question d'Anaïs, on y reviendra, on y répondra après. Petite question tour de table pour nos invités, à laquelle je me soumettrai aussi tout de suite. Pourquoi avoir décidé de travailler dans une structure de la transition écologique et solidaire, et puis un peu votre parcours. Et puis, ça peut être bien de commencer par présenter votre structure. Donc, à la limite, ce que je propose, c'est Léa ou, ouais, on va dire Léa d'abord, Clémence ensuite, comme ça évite le moment un peu de qui va parler. Présentez votre structure pour laquelle vous parlez et pourquoi vous avez décidé d'y aller, un peu votre parcours qui vous a amené à finalement y travailler, puisque chacune, vous avez eu des métiers avant de travailler dans la transition écologique. Donc, ça sera intéressant de comprendre le chemin que vous avez parcouru. Et donc, Léa, à toi le micro. Oui, merci Martin. Donc moi, je représente aujourd'hui l'association Asteria, qui est une association à Paris. On est basé dans le 18e et on agit sur l'ensemble de la région parisienne. C'est une association qui accompagne les personnes qui ont envie d'agir mais qui savent pas trop comment s'y prendre pour trouver la manière d'agir qui leur correspond et qui est la plus utile pour transformer notre société dans une direction de transition écologique et solidaire. C'est une association qui est un peu une petite sœur d'Anciella à Lyon et qu'on a créée à Paris en 2014 avec notamment des anciennes d'Anciella. Peut-être pour vous dire un peu comment j'en suis arrivée à m'impliquer dans cette association et puis ce que je fais aujourd'hui. Donc moi j'ai été engagée assez tôt dans des associations porteuses de transition écologique et solidaire. Ma découverte du monde de l'engagement, ça a été avec Anciella quand je faisais mes études à Lyon. C'était un engagement bénévole. Qui a été très porteur et très structurant pour moi. C'est vraiment c'est là que je me suis formée politiquement et qui m'a permis de découvrir le monde associatif. Euh, Par ailleurs, je faisais des études en géographie et j'ai passé les concours de l'enseignement et donc je suis devenue prof d'histoire géo. Pendant tout un temps, en fait, ma vie professionnelle, ça a été prof d'histoire géo dans le secondaire, mais aussi à la fac parce que j'ai un parcours de recherche. J'ai enseigné également la géographie à la fac mon investissement dans les structures de la transition écologique et solidaire était essentiellement bénévole. C'est finalement mon engagement bénévole qui a été le plus structurant pour moi. Donc d'abord dans Anciella, puis dans Asteria quand on a créé l'association. Euh, à Asteria, j'ai assez vite été au conseil d'administration et donc dans le cadre d'une association, le conseil d'administration est employeur et la particularité d'Asteria, c'est que c'est une association qui n'a pas de bureau, qui est en gouvernance horizontale sur le CA et donc tous les administrateurs et administratrices étaient employeurs et je vous expliquerai dans la suite comment on gérait ça.
Mon expérience d'employeuse, elle se situe surtout au sein d'Asteria. Et puis, plus récemment, on a créé avec des dirigeants et des dirigeantes de structures engagées plutôt lyonnaises, l'Institut Transition, que Martin a présenté, dans lequel je me suis investie d'abord bénévolement, puis en tant qu'indépendante. Et aujourd'hui, je l'ai rejoint en tant que salariée permanente. Je suis un petit peu plus distante d'Asteria aujourd'hui, puisque je suis redevenue lyonnaise. Je suis amenée à m'engager bénévolement davantage dans une association que j'ai co-créée autour des enjeux de recherche collaborative au service de l'action de terrain, qui s'appelle la Cabane de la Recherche. Voilà pour le parcours. Je prends la suite. Eh ben donc Clémence, bonjour à tous. Moi je travaille donc, enfin je suis directrice de la Maison de l'Environnement, maison qui est en fait un lieu interassociatif. Donc derrière cette maison qui a été créée il y a 30 ans, il y a désormais 87 associations qui œuvrent pour la transition écologique et solidaire du territoire, donc de la métropole concernant notre périmètre d'action, métropole de Lyon. Et c'est un lieu dans lequel ces assos peuvent trouver différents moyens, notamment immobiliers, donc des espaces de travail, des espaces pour accueillir des partenaires, pour organiser des événements. Comme ça, créer une sorte de dynamique, on va dire on concourt à ce que l'écosystème des acteurs qui œuvrent autour de la transition écologique puisse se rassembler, se croiser, s'organiser à travers le projet. Et puis, elle mutualise beaucoup d'autres choses, hein, on n'est pas que hôte de ces réunions. On crée un peu de dynamique et on est aussi un espace ressource. Donc, on est doté d'une médiathèque spécialisée autour des enjeux de la transition écologique, ce qui nous permet de déployer des actions culturelles, notamment différents projets dont un prix littéraire, qui voilà, amène et pose cette question de comment le livre peut être un médium intéressant pour entrer en réflexion ou en action autour des enjeux de la transition. Je ne vais pas vous faire le catalogue de tout ce qu'on fait, mais voilà, ça vous donne un peu le périmètre de ce que peut permettre une maison de l'environnement sur un territoire et du carrefour que ça peut être pour générer un peu de dynamique. Donc on est on est presque exclusivement tourné vers les acteurs associatifs qui œuvrent sur ces enjeux. Voilà. Et pourquoi avoir décidé de travailler dans une structure porteuse de la transition écologique et solidaire? C'est toujours difficile de remettre une origine sur les engagements qu'on a pris, parce que pour ma part, en fait, ça s'est fait un peu au fil de l'eau. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle plutôt dans la culture et sur les enjeux d'accessibilité de la culture, donc avec vraiment plutôt un engagement placé ici, mais plutôt sur la question effectivement de la mixité sociale, de l'accessibilité et des droits culturels. Et en fait, petit clin d'œil aux Lillois, j'ai donc travaillé à l'aéronef pendant une douzaine d'années. Et donc, je suis passée de ces enjeux de comment on ouvre plus grand les portes d'une structure culturelle aux réflexions de comment une structure labellisée par l'État, soutenue avec des financements publics, peut et doit se montrer exemplaire à certains endroits. Donc, penser aussi ses impacts. Écologiques mais aussi sociétaux. Et j'ai eu comme ça l'opportunité vraiment de faire mes classes à construire ce qui a constitué la stratégie RSE de cette association. Et en fait, au moment où j'ai eu envie, pour plein de raisons, d'aller voir ailleurs, de changer de territoire, enfin 12 ans, c'est long. Et ben, en fait, mes réflexions m'ont fait me dire, j'ai en fait pas le choix. Enfin, je ne me laissais pas le choix. C'est ce qui me portait. J'avais envie de mettre mon énergie euh, 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 autour de ces enjeux. Et voilà, ce qui me motive, c'est vraiment un mix de cette petite éco-anxiété de se dire il est urgent d'agir, mais aussi vraiment
le besoin d'espérance un peu. Enfin, voilà, je suis quand même hyper heureuse de me retrouver dans une structure où en fait je partage avec des groupes de personnes, un élan commun. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai pas forcément, enfin si, que j'avais recherché, mais en tout cas qui m'a aussi beaucoup conforté sur, en fait, on a vraiment l'impression aussi d'aller d'aller plus loin quand on est aussi porté par un groupe. Donc c'était aussi une recherche que j'avais, même si évidemment à l'aéronef, il y a aussi du monde qui a envie que ça bouge, mais voilà, tout le monde n'était pas complètement aligné. On l'est pas non plus dans les assos, mais en tout cas, il y a une dynamique commune, un élan vers cette transition qui peut prendre plusieurs formes, évidemment. Voilà. Top. Je ne sais pas si vous aviez dit le nombre de salariés dans les structures. Je ne l'ai pas dit pour Antilles, là où il y a 7 personnes salariées et 2 alternantes, mais du coup, Ouais, Clémence, à la Maison de l'Environnement, on est 7 salariés permanents avec des renforts en alternance, service civique. Et à Asteria, on est 5. top. Merci beaucoup à toutes les deux. On reviendra sur les détails justement dans les questions que je vous poserai sur comment vous avez recruté, quels enjeux il y a, quels conseils vous donneriez pour nous aider et à la fois avec votre regard spécifique. Il y a des questions qui vont plutôt être spécifiques vraiment vous quand vous avez recruté, puis des questions où vous pouvez justement prendre l'ensemble de vos casquettes. Clémence, toutes les associations avec lesquelles tu interagis, que tu accompagnes, avec lesquelles tu dialogues. Léa, tout ce que tu peux voir aussi avec l'Institut ou avec les cabanes de la recherche qui te donnent la vue sur pas mal d'acteurs aussi différents, plus tes recherches évidemment de chercheuse dans une autre vie, pas si lointaine. Du coup, l'idée, ça va être de voir avec vous un premier temps pour donner un certain nombre de concepts clés qui vont vous aider. La question de l'économie sociale et solidaire a été posée, par exemple, qui est intéressante comme concept et pour bien naviguer dans ce monde vers lequel vous pouvez vous destiner à aller dans votre évolution professionnelle. Il y aura d'autres concepts que je vais vous partager. Le but, ça va pas être d'avoir des concepts académiques, scientifiques ou très travaillés. Ça va être de vous donner des mots qu'on retrouve beaucoup quand on est en évolution professionnelle, sur lequel il peut y avoir un peu des malentendus, un peu des incompréhensions pour vous permettre de vous en saisir et de savoir c'est un peu ce qui se cache derrière et qu'est-ce que vous pouvez trouver de fertile derrière, qu'est-ce que vous pouvez trouver de décevant ou de frustrant si vous y êtes allé avec certaines intentions qui ne collent pas forcément à la réalité du terrain. Et puis après, ça va être un enjeu de mettre des chiffres clés avec plusieurs éléments qui vous permettront de voir, en fait, quand on parle de la transition écologique, qu'est-ce qu'il y a comme emploi, quels sont les secteurs où il y a du boulot, quels sont les niveaux de salaire, voilà, qui permet de à partir soit de nos recherches, soit de ce qu'on peut voir dans les personnes qui ont suivi Nouvelle Voie et dont on étudie les trajectoires post-formation, des éléments qui peuvent aussi vous aider, vous aiguiller, vous donner des billes pour avancer dans votre transition. Hop. Et puis on partagera aussi, je l'ai dit dans le chat, mais des contacts enfin des contacts, des adresses de sites où on peut faire des recherches et quelques conseils qui peuvent être intéressants. Je regarde plus le chat parce que me connaissant, je vais vouloir répondre à toutes les questions directement et je vais perdre le fil de ma pensée. Je regarderai le chat à la fin où je répondrai à certaines questions aussi pendant les interventions de Léa et Clémence que je connais déjà. Clémence, que j'ai déjà entendu la semaine dernière. Et Léa, je découvrirai des choses, j'en doute pas, mais on a quand même souvent débriefé les recrutements au sein d'Astéria. Alors, quelques mots-clés de la transition. Premier mot-clé que vous entendez souvent, l'économie verte. J'ai ajouté l'économie rose, qui n'est pas le sujet de la conférence, parce qu'on est sur transition écolo, il y a du boulot. Mais en fait, c'est un peu la même logique. Économie verte, c'est l'écologie. Économie rose, c'est la solidarité. Et ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui correspond souvent à des statistiques qu'on va retrouver dans des institutions publiques, ADEME, INSEE, etc., pour venir catégoriser des secteurs d'activité qui sont particulièrement porteurs de la transition écologique. Donc, c'est des chiffres qui vont nous dire, par exemple, on peut parler, il y a 10, 20, 30, 40 millions d'emplois qui vont être créés dans ce sujet-là sur d'ici 2050, 2060. C'est des chiffres qui sont souvent très massifs mais qui ne vous donneront pas forcément des clés pour savoir à quel point il y a des chances d'avoir du boulot dans ces métiers-là par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez envie d'apporter, pour deux raisons. D'abord parce que c'est plein de métiers différents qui peuvent être des métiers très terrain, très techniques, qui vous correspondraient pas du tout.
mais aussi parce que c'est pas forcément du tout des entreprises qui sont porteuses de la transition. C'est des entreprises qui sont, ou des associations, hein, ça peut être aussi des associations, dans des secteurs d'activité identifiés comme porteurs de la transition écologique en tant que secteur. Donc, les énergies renouvelables, les déchets, la dépollution des sols, les espaces verts, l'agriculture. Donc, imaginez que une entreprise de gestion des déchets, quelle qu'elle soit, je vous laisserai faire vos choix dans votre tête si vous connaissez l'entreprise de gestion des déchets, est de toute façon dans l'économie verte, qu'elle soit extrêmement vertueuse. La semaine dernière, on a accueilli l'entreprise Elise, qui, petit clin d'œil à Lille, est née dans le Nord, puisqu'apparemment c'est le thème de cette conférence de parler du Nord, qui a essaimé dans toute la France. Donc vous en trouvez un peu partout. C'est une très belle entreprise adaptée avec des personnes qui ont des situations de handicap et qui travaillent sur les déchets, où il y a vraiment un travail très éthique qui est fait, en tout cas à Lyon, pour celle que je connais, sur les enjeux d'écologie. Voilà, celle-là, elle va. Normalement, nous, on a deux personnes qui ont fait une Valois qui s'y trouvent toujours très bien alors que ça fait longtemps qu'elles y sont. Voilà, ça colle complètement. Mais vous pouvez retrouver dans une entreprise de gestion des déchets qui est à la limite de systèmes voilà, extrêmement capitalistes, extrêmement rentables, avec un traitement des humains et des enjeux écologiques très discutables pour être, on va dire, relativement sobre dans mes propos. Et les deux vont être dedans. Donc ça, les chiffres qui vont sortir, les données, même par exemple, vous pouvez avoir des fiches métiers qui vont être mises sur l'économie verte. Des fois, vous allez vous dire, mais attendez, il n'y a rien qui me convient. C'est que de la dépollution des sols. C'est que moi, je voudrais vraiment bosser pour la transition écologique, mais je n'ai pas envie de me former en dépollution des sols, ce qui par ailleurs peut être très utile. Mais là, pareil, vous pouvez avoir des boîtes qui bossent très très bien, comme des structures qui font ça pour les sous, ou des boîtes qui bossent très très bien, mais on leur demande de faire des choses pas très intéressantes parce qu'elles font des choses qui sont moins disantes en termes de transition écologique. Si un certain nombre d'entre vous viennent de la dépollution des sols ou de la certification basse consommation, vous devez voir potentiellement de ce que je veux dire, puisque on n'est pas comptable de ce que les clients derrière vont réellement faire des rapports, des études, des propositions qu'on fait. Donc c'est une notion qui est importante, qui est utile, mais c'est une notion qui va être plus utile quand on est à l'ADEME, quand on est au pilotage des emplois au niveau du réseau Action Climat ou quand on est au pilotage des emplois au niveau des ministères, que pour vous dans votre évolution professionnelle, ça peut au contraire être décevant si vous dites c'est une structure d'économie verte, ça va être génial. Économie verdissante, c'est un concept qui est complémentaire. Pareil, c'est exactement le même type d'institutions qui s'en servent pour avoir une analyse statistique de la transition écologique à l'échelle macroéconomique. Donc c'est très utile. Mais ce que ça va décrire, l'économie verdissante, c'est les métiers qui vont devoir évoluer. Sachant qu'on peut dire que tous les métiers vont devoir évoluer, mais il y a une différence entre, par exemple, un professeur de collège qui va intégrer des enjeux du climat et des enjeux de la biodiversité dans des cours d'histoire, dans des cours de philo, dans des cours de SVT, où ça va peut-être représenter 5 ou 10% d'évolution de programme qu'il va devoir intégrer, un professionnel des espaces verts qui va changer radicalement son métier. Il va continuer à travailler la nature, hein, bien sûr, mais il va travailler complètement différemment. Si on veut préserver la biodiversité, ça veut dire que le béton vert où on taille les haies hyper courts, que c'est que des haies qui sont d'espèces complètement stériles pour la biodiversité, et ultra transformées, pas du tout locales. Ben, en fait, ça c'est terminé. Il faut arrêter. Et par contre, c'est pas du tout les mêmes métiers. Il y a vraiment à retravailler les formations, retravailler, ce qui est plutôt chouette pour le métier des espaces verts parce que ça redonne un peu de passion quand même à un métier qui s'est pas mal appauvri. Pareil sur l'épicerie, c'est un métier qui va complètement se transformer par rapport à caissier, caissière chez Carrefour. Enfin, c'est plus pas du tout le même métier, c'est pas du tout les mêmes missions, même s'il y a de fait des passages à la caisse, il y a de fait des discussions tout à fait ordinaires avec les clients-clientes, mais il y a plein d'autres éléments qui bougent dans le métier. Donc c'est en fait plein de secteurs qui vont beaucoup bouger. La cuisine, c'est beaucoup les appros qui bougent. Il y a un peu les recettes avec la végétalisation. Et chaque secteur va avoir des mouvements qui vont avoir lieu. Si vous avez un métier qui est verdissant, vous aimez votre métier et vous dites j'ai envie d'y rester, ben en fait l'enjeu ça va être qu'il verdisse et peut-être d'y participer activement en allant dans des endroits particulièrement à la pointe, particulièrement engagés, particulièrement avancés. Si vous avez envie de changer de métier, là c'est un peu différent. Pour moi, la question quand on est sur l'économie verdissante, c'est de se dire si vous avez envie de tous les jours être au front, quelque part, comme disait Clémence un peu, de tous les jours vivre la transition écologique, bah, c'est pas la même chose d'être sur le développement durable à l'aéronef. C'est ça, je sais pas, l'aérogare ou l'aéronef, l'aéronef C'est ça. Ouais. que d'être à la directrice de la maison de l'environnement. Enfin, en soi, les deux vont porter, les deux, il y aura de la transition écologique, mais dans un cas, c'est 100% de son temps, dans un cas, c'est 10% de son temps, 15% de son temps. Et si on a envie d'être tous les jours sur le sujet, bah, être dans une boîte ou une asso, une structure, parce que quand je dis boîte, asso, en fait, si on est dans une asso culturelle, ça sera le même enjeu que si on est dans une entreprise
qui fait du BTP et qui se pose la question du remploi des matériaux. C'est-à-dire qu'on va faire bouger une petite partie, mais ça sera une petite partie de notre poste. C'est très utile. On a vraiment besoin de gens qui font ça pour porter la transition. On n'a pas que besoin de gens qui vont dans des alternatives assez innovantes, assez originales, assez radicales. On a besoin des deux, mais si vous avez envie tous les jours d'être au front, potentiellement, il risque d'y avoir une frustration d'être dans des espaces plus verdissants, mais avec un degré de sage, relativement limité. Et le mot verdissant, c'est vraiment pas à confondre avec le mot de greenwashing. Le greenwashing, c'est vraiment le lavage vert, c'est-à-dire faire croire qu'on est écolo alors qu'on l'est pas. On a des entreprises, on a des associations, on a des institutions qui essayent réellement de verdir leur métier, qui le font bien, mais c'est forcément moins permanent, direct, constant qu'une structure dont le boulot, c'est de faire ça. Donc souvent, ce que je conseille dans l'économie verdissante, quand les gens ont très envie de verdir un métier qui n'est pas en soi purement écolo, c'est d'aller dans les structures qui portent ce verdissement en étant les plus à la pointe, les plus engagés, les plus alternatifs. Là, je donne un exemple, c'est le GRAP que je trouve passionnant sur la distribution et la transformation alimentaire, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui rassemble plein de métiers, qui rassemble plein d'entreprises différentes, en fait, des épiceries, des chocolatiers, chocolatières en l'occurrence, des boulangers-boulangères, des traiteurs, etc., et qui va les accompagner dans le développement de leur entreprise. Mais du coup, dans chaque fois, c'est des structures qui vont très loin dans la transformation écologique et en essayant d'être les mieux disantes pour après peut-être tirer les autres entreprises et les autres structures vers le haut en ayant des trucs qu'ils ont expérimentés, développés plus poussés. Notamment, le Grappe a été en pointe sur le zéro déchet et en pointe sur les aprobio. Ils ont développé tous un service de livraison le plus écologique possible, donc ils sont en pointe sur la logistique. Voilà, c'est un endroit où vous vous retrouvez. C'est assez challengeant parce que bah, tous les jours c'est du défi et tous les jours vous êtes développer des choses qui vont vraiment faire avancer la transition écologique. Et il y a plein d'initiatives comme ça qui sont inspirantes et intéressantes. C'est là, j'avais commencé à répondre dans le chat pour celles que je connais, mais n'hésitez pas à envoyer des mails. Peut-être que je vous dirais juste, bah, on les connaît pas du tout, ni Léa, ni Clémence, ni moi, en faisant le tour de nos réseaux, on sait pas du tout. Mais il y a des chances que dans pas mal de territoires, on puisse aussi identifier quelques portes d'entrée qui, par rebond, vous aideront à trouver sur votre secteur d'activité ou les secteurs qui vous intéressent quelques-unes de ces initiatives qui pourraient être vraiment intéressantes pour vous. Suivant les secteurs d'activité, par exemple, on en parlera sur le réemploi des matériaux, sur le globalement économie circulaire ou sur l'alimentation, il y a pas mal de choses qui fourmillent. Si vous êtes sur le textile, c'est quand même plus embryonnaire, ou alors quelques entreprises bien avancées. Et sur ce qu'on appelle le surcyclage, l'upcycling dans la mode, là, c'est vraiment très embryonnaire. Il n'y aura pas 15 structures avec 15, 20 emplois qui vont vous attendre. On est vraiment sur encore de l'étape entrepreneuriale. Troisième mot que nous on utilise, qui est un mot à nous, entre guillemets, c'est ce que j'appelle, parce que Baptiste Morisot appelle de l'artisanat conceptuel, pour lui rendre ce terme-là. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on a forgé pour répondre à nos besoins. On n'en veut pas le défendre scientifiquement. Si des économistes, des sociologues, des professionnels de plein de secteurs qui ont travaillé, tu me dis, voilà, ce terme, il est pas complètement pertinent, pas complètement parfait. C'est complètement vrai. Moi, nous, c'est un mot qu'on utilise simplement pour décrire, d'après nous, les entreprises, les associations et parfois des initiatives portées par des institutions qui font la bascule. C'est-à-dire que tous les jours, ils sont vraiment en train de travailler à ce que l'économie bascule dans la transition écologique. Et donc, ça correspond un peu à ce que j'ai déjà évoqué, que nous, on va identifier en disant, elle porte des innovations, elle porte des solutions, elle porte des alternatives qui vraiment vont être satisfaisantes face aux enjeux. C'est pas du un petit peu, quoi, si on prend le terme de Nicolas Hulot à l'époque, avait dit les petits pas suffiront pas, les larmes aux yeux sur France Inter, qui avait provoqué un certain déclic à un certain nombre de personnes. Bah, les petits pas suffiront pas. Ce que ça veut dire, c'est faire un petit peu mieux dans une grande boîte, ça suffira pas face aux urgences écologiques et sociales qu'on rencontre. Donc, il y a des alternatives qui vont proposer de faire beaucoup mieux. Peut-être qu'après, elles pourront raccrocher certaines grosses boîtes qui vont vraiment s'y adapter. En tout cas, sur le BTP, on voit des choses qui restent, ça reste un secteur très polluant, mais des choses qui quand même émergent à partir des alternatives vraiment plus radicales et qui raccrochent des entreprises beaucoup plus classiques. Donc c'est quand même assez intéressant. Et dernier thème, c'est l'économie sociale et solidaire, qui en fait correspond à un ensemble de statuts. Donc c'est pas un secteur d'activité, c'est un exercice assez constant dans ma vie que de dire aux gens non, le SS n'est pas un secteur. Un secteur, ça décrit un ensemble d'activités cohérentes autour de l'agriculture, les déchets, l'alimentation, et après les secteurs se divisent en sous-secteurs. L'économie sociale et solidaire n'est pas un secteur, c'est un ensemble de statuts qu'on peut retrouver dans tous les secteurs d'activité. Même, on pourrait même le retrouver dans l'industrie de l'armement. Je ne sais pas s'il y a des coopératives dans l'industrie de l'armement, c'est pas impossible.
Il y a peut-être des mutuelles spécialistes des métiers de l'armement, ou peut-être qu'il y a une mutuelle dans l'armée de terre, bah, c'est dans l'ESS, quoi. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on va réduire à tel ou tel secteur, c'est pas réduire à un secteur de l'écologie ou à le secteur du social, on peut en avoir partout. Et donc ces statuts, ont été définis dans une loi qui s'appelle la loi Hamon 2014. C'est les associations, les coopératives, donc des entreprises qui sont gérées avec un principe une personne, une voix, les coopératives d'intérêt collectif qui rassemblent plusieurs acteurs d'un secteur. Donc, par exemple, pour en citer une très connue, c'est Enercop sur l'énergie, qui va avoir les producteurs d'électricité, les consommateurs d'électricité et les salariés d'Enercop. Et l'ensemble gère en fait le prix, gère le service, gère les activités. Donc, il y a un conseil d'administration avec tous ces acteurs-là qui ont vraiment un pouvoir important. C'est pas consultatif pour décider ensemble de ce qui va être juste pour tout le monde. Donc c'est un dispositif très intéressant créé à la fin des années 90 qui a eu une très forte, on va dire, mode dans les années 2010 et toujours, et qui est vraiment un outil très intéressant. Les SIC, je vous invite à le regarder, très complémentaire des SCOP, Sociétés coopératives. C'est aussi les mutuelles et c'est aussi les banques coopératives. Et enfin, c'est les fondations. S'ajoute un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS qui va venir aussi entreprise sociale, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui va venir labelliser entre guillemets des structures qui sont pas tout à fait coopératives, pas tout à fait associatives, pas tout à fait mutualistes, mais qui font pas mal d'efforts pour rentrer dans l'ESS. Donc on peut avoir un débat sur est-ce qu'on les met complètement dans l'ESS ou pas. La loi, elle les met complètement dans l'ESS. On retrouvera aussi bien sûr les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées. Qui sont des entreprises spécifiques, évidemment, pour accueillir des personnes avec des fragilités sociales ou sanitaires, ou médicales. Pardon. C'est donc un ensemble de statuts dans lequel on peut dire clairement qu'il y a un terreau fertile à la transition écologique. Plein d'alternatives écolo qui se montent aujourd'hui choisissent d'être dans l'ESS, soit dans les grands statuts, SCOP, SIC, associations, soit fondations, soit avoir un agrément ESUS pour confirmer qu'elles essayent le plus possible d'entrer dans les valeurs de l'ESS qui sont la transparence, la démocratie, la solidarité, la coopération et bien sûr les enjeux de transition écologique et solidaire. Donc c'est un terreau très fertile, mais attention, on a souvent une phrase dans l'ESS, euh, statut n'est pas vertu. C'est pas parce qu'on a posé des statuts qui sont vertueux a priori, hein, démocratiques par exemple, que les actions sont vertueuses. Je cite toujours un exemple, c'est pas pour forcément stigmatiser cette mutuelle, parce qu'en soi, elle fait plein de choses bien par ailleurs, mais qui est une mutuelle qui s'appelle Groupama. Quand on est lyonnais, ça a une signification particulière puisque notre stade de foot que j'évoquerai s'appelle le Groupama Stadium. La problématique de cette mutuelle, c'est que c'est une mutuelle d'agriculteurs et agricultrices. Très bien, c'est normal. Les mutuelles sont toutes nées dans des secteurs. La Massif, c'est plutôt les indépendants, les artisans. La Maïf, c'est plutôt les profs. Donc, le Groupama, c'est plutôt les agriculteurs et agricultrices. Et c'était les agriculteurs et agricultrices, c'est aujourd'hui plutôt les agriculteurs et agricultrices, mais chacun d'entre nous peut aller à Groupama. Et qui a décidé, par contre, quand il y a le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, avec Gérard Collomb, maire de Lyon, avait décidé de créer un grand stade pour l'Olympique Lyonnais. C'est une idée qui est pas forcément impraticable en soi. Mais ce grand stade s'est installé sur des terres arables, ce qui est quand même un peu problématique pour plein de raisons. Les terres arables autour de Lyon sont à préserver et il y a aujourd'hui un objectif de zéro artificialisation nette qui est porté y compris par des élus de tous les bords politiques. Le maire d'Angers, par exemple, Christophe Béchu, qui est Horizon, porte ce discours-là très clairement. Donc, c'est pas terrible de s'installer sur une terre agricole. Mais passons, ça arrive, quoi. Ça peut arriver. Par contre, qu'une mutuelle d'agriculteurs et d'agricultrices décide de payer assez cher pour donner son nom à un stade qui s'est installé sur des terres agricoles, ça interroge quand même comment la décision s'est prise d'un point de vue comment des agriculteurs et agricultrices se sont dit, bah, il y a eu des agriculteurs qui se sont battus, qui ont fait une zone à défendre pour empêcher que leurs terres disparaissent, et on donne au stade qui s'est installé là le nom de la mutuelle agricole. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui sont pas complètement en adéquation avec les valeurs qu'on peut porter. Je prends exprès Groupama parce que c'est une structure qui a plein de valeurs et qui peut dysfonctionner. Par ailleurs, le Crédit Agricole, et d'autres banques sont des banques qui rentrent dans l'ESS avec qui sont pas forcément les mieux notées dans les classements des Amis de la Terre, d'Oxfam ou d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions très bien qui sont portées parfois par ces banques, mais en tout cas, elles ont pas des résultats nécessairement mirobolants quand elles sont classées sur leurs enjeux écologiques. Et on a aussi des fondations d'entreprise qui peuvent être des fondations, la Fondation Total va être dedans dans l'ESS. Donc ça ne décrit pas forcément des structures qui vont être parfaites sur le plan vraiment de la transition écologique. Par ailleurs,
ce sont des aventures humaines. Ce sont des réalités entrepreneuriales, organisationnelles, humaines. Et c'est pas parce que c'est le SS que dans nos structures de SS, on est bienveillant tous les jours, que tout fonctionne complètement bien, que tous les rouages sont rodés, que la coopération est au beau fixe et que la météo de chacun va être toujours grand soleil et tout va bien. C'est des réalités tout à fait ordinaires et en plus avec une pression parfois économique et une pression aussi dans l'enjeu qu'on porte, qui est quand même de souvent changer le monde, qui est assez importante, ce qui fait que bon, faut pas aller dans le SS en se disant je vais avoir une vraie bienveillance, une vraie attention, les gens vont vraiment bien être disponibles pour m'accompagner, pour m'aider, je vais me sentir toujours à ma place. Non, non, ça reste des aventures humaines. Il y a une dimension démocratique, il y a une dimension conviviale, il y a une dimension d'engagement partagé. Il y a plein de choses très chouettes, mais c'est aussi des réalités qui peuvent être rudes, qui peuvent être difficiles, avec des organisations qui sont très fonctionnelles comme très dysfonctionnelles. Et le meilleur conseil que je donnerais à la fois sur le SS comme sur tous les sujets, c'est se renseigner, rencontrer, poser des questions, ouvrir vraiment son esprit critique pour savoir si ça nous correspond, mais ne pas tomber dans l'idée de dire je vais à cet endroit-là, je ferme les yeux, je suis en confiance, ça sera un bel endroit. Parce que même une organisation qui va très bien il y a 10 ans, avec une équipe de direction qui tourne très bien, il peut se passer des événements biographiques pour les personnes et dans l'organisation qui font que 10 ans plus tard, elle est très dysfonctionnelle et que bah, c'est pas bon, ça va peut-être pas être bon pour vous comme premier boulot dans la transition écologique, ou premier boulot dans le SS, de vous y trouver. Donc et ça pour le coup, on pourra vous partager pas mal de conseils, mais le plus important pour moi, c'est essayer de rencontrer du monde. Et si vous arrivez à identifier des personnes qui ont un regard sur globalement l'écosystème qui vous intéresse, qui sont assez sincères, assez transparentes et qui arrivent à vous décrypter la réalité, c'est intéressant. Je prends un exemple d'une association qui s'appelle On the Green Road que j'accompagne, que j'aime beaucoup. Ils sont très dynamiques, mais ils sont très bordéliques aussi. C'est le coprésident de la maison qu'on a avec Clémence Siméon, qui en est le fondateur et le président. Euh, pour y aller, faut conscientiser un certain nombre de choses. Et ça peut être une expérience extraordinaire, comme assez difficile si vous êtes dit, ça va être un truc clair, j'aurai une direction claire, j'aurai un management clair, ça va bien fonctionner pour moi. Je peux être un peu en mode, je me laisse un peu porter. Non, clairement, le premier jour où vous arrivez, il faut pas vous laisser porter, ça va être tout de suite très dynamique. On attendra beaucoup d'initiatives de vous, beaucoup de capacité à vous organiser, etc. Et ça, en fait, bah, si la structure peut pas le faire, bah, c'est des choses que d'autres gens peuvent vous partager et qui le feront justement. Ça sera bon pour vous, ça sera bon pour la structure qui va vous accueillir et ça sera bon pour la société parce que une expérience ratée de recrutement, c'est pas une bonne chose ni pour la structure, ni pour vous, ni pour la société parce que les structures, elles portent des combats qui ont besoin qu'elles réussissent. Essayez de trouver ces personnes-là qui seront de bons conseils pour non pas vous dire vas-y, vas-y pas, mais vous dire voilà ce qui peut vous attendre, voilà un peu les enjeux clés, voilà les questions à poser en entretien, et ça peut être super précieux. Sur la région lyonnaise, c'est un truc que fait Anciela, c'est un truc que fait l'Institut. Sur d'autres territoires, on peut essayer de de vous aider à identifier d'autres structures ou simplement, nous, en regardant le site, faire quelques retours. Moi, ça m'arrive sur des structures que je connais pas, dire voilà ce que j'ai identifié en regardant le site, peut-être quelques points de vigilance ou quelques questions à vous poser pour que l'entretien se passe bien par rapport à la taille de la structure. Voilà, avec un peu mes critères, un peu de base. Donc, n'hésitez jamais, même à nous solliciter pour avoir quelques retours. On le fera toujours avec plaisir, par mail notamment, parce que mon rendez-vous, ça peut être dur, pour vous faire quelques conseils méthodologiques un peu de recrutement. Puis après, on a sur l'espace évolution plein de fiches conseils qui visent justement comment on fait un entretien métier, comment on identifie les bonnes et les mauvaises structures pour nous, avec des modes d'emploi en fait, mais qui sont jamais basés sur qu'est-ce qu'il faut faire, mais quelles questions se poser, quel point de vigilance avoir, et après vous vous débrouillez aussi pour faire votre reste. Hop, je passe à la slide suivante, les chiffres clés. Quelques points importants sur les chiffres quand même. On nous balance beaucoup de chiffres. Ça, c'est un point de vigilance en général, pas sur les chiffres que je vais vous donner. Je le ferai moi, évidemment. On vous balance beaucoup de chiffres sur la transition écologique, le SS, les solidarités, etc. Par exemple, le SS, on va dire c'est 10% des emplois. L'économie verte, on va dire c'est X millions d'emplois qui vont être créés sous 10 ans. Euh, je l'ai déjà évoqué, mais il y a une vraie vigilance sur ces chiffres, en fait, parce que l'enjeu, c'est pas de savoir combien d'emplois créer, c'est quels sont les emplois qui vous correspondent. Et est-ce que parfois il y a des secteurs, si vous avez vu le coup près avec José Garcia, où il décide de tuer tous ses concurrents pour obtenir un job, je crois qu'en tout ils sont 7 sur le job maximum en France pour obtenir le job de direction d'une papeterie à laquelle il veut postuler. C'est pas la même chose que si vous souhaitez devenir travailler dans les espaces verts comme jardinier, jardinière, où là il y aura des offres d'emploi
un peu partout, à plein régime. Et l'enjeu, ça sera plutôt la vigilance de est-ce que c'est une structure vraiment éthique, vraiment écolo, vraiment qui correspond à mes valeurs, ou est-ce que c'est un truc qui a vendu un peu du rêve parce qu'on m'a dit c'est le végétal, c'est écolo, et derrière je fais du béton vert et il y a une maltraitance de la nature et potentiellement une maltraitance des salariés. Mais ça, c'est des choses qui seront complètement différentes suivant là où vous avez envie d'atterrir. Et les chiffres peuvent être assez, pour moi, inadaptés à interpréter. Et donc, toujours une vraie vigilance pour essayer de resituer à vous ce que vous avez envie de chercher et essayer de trouver des chiffres ou des indications plus exactes par rapport à vous, plutôt qu'essayer de sortir les rapports qui sont faits pas pour vous en tant que demandeur d'emploi ou en termes de personnes en évolution pro, mais pour des institutions qui essayent de piloter la transition écologique à l'échelle France. Et donc, c'est des chiffres très pertinents, mais pas forcément pertinents pour vous. Donc, nous, les chiffres que je vais vous proposer sont vraiment les chiffres qu'on a issus de notre étude sur les offres d'emploi, qui sont même plus pertinents que notre recherche sur l'économie de la transition. Parce que là, les offres d'emploi qu'en fait on collecte, c'est les offres d'emploi entre guillemets pour vous, au sens où c'est les offres d'emploi qu'on va partager aux personnes qui font Nouvelle Voie. C'est les offres d'emploi qu'on partage en partie dans la lettre Révolution à l'époque quand elle était que lyonnaise, on partageait dans la lettre Révolution. Aujourd'hui, on partage que 15 offres d'un peu toute la France comme la lettre Révolution est valable pour toute la France. Donc, c'est censé être des offres dont on a globalement pas mal épuré. Les offres qui soit correspondent pas du tout parce que c'est pas des entreprises qui nous semblent cohérentes en termes de valeur, ou des postes qui sont en fait dans l'ESS mais complètement hors du champ de la transition écologique et des solidarités. Des offres qui sont très 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 métiers, genre qui correspondent à des formations que vous les avez pas. Ça sert à rien dans le médico-social notamment, mais aussi dans la transition écologique par la dépollution des sols, par exemple, on va mettre toutes des offres qui nécessitent une formation, un master 2 en dépollution des sols, parce que si vous avez cette formation et que vous cherchez dans la dépollution des sols, vous avez vos propres réseaux pour trouver. Donc ça correspond pas mal aux offres de coordinateur, coordinatrice, chef de projet, directeur, directrice, animateur, animatrice, dans des structures écolo et solidaires, entreprises, associations, à peu près à égalité en volume. L'année dernière, c'est 173 offres juste sur le bassin lyonnais, pour vous donner un volume qui est plutôt dynamique, mais qui est forcément moins dynamique que celui de Paris et plus dynamique que celui de Bourges, par exemple. Mais je pense qu'il doit être à peu près aussi dynamique que celui de Lille. Par contre, il peut y avoir des différences sectorielles pour des raisons biographiques, historiques. Pareil pour Strasbourg, où il y a par exemple beaucoup de choses qui étaient autour du vélo parce qu'il y a la FUB qui était installée à Strasbourg, la Fédération du usage de la bicyclette. À Lyon, il y a sur l'agriculture et l'alimentation beaucoup d'offres parce qu'on a un écosystème très riche. Peut-être qu'il n'est pas aussi riche à Lille, je ne sais pas. Donc ça peut varier un peu suivant les territoires, mais ça vous donne une idée de la dynamique. 62% CDI, 38% CDD, avec cette spécificité que il y a aussi, ce qui fait gonfler les offres en volume parfois, mais aussi les offres en CDD, c'est qu'il y a dans le monde de la transition écologique pas mal d'offres de saisonniers, sur l'animation notamment, parfois sur certaines activités agricoles, mais surtout sur de l'animation. Et il y a malheureusement, on essaye de lutter contre ça, mais pas mal d'associations et d'entreprises qui recrutent en CDD comme si c'était une période d'essai. Donc on a pas mal de CDD tremplin, ce qui, si un jour vous êtes en situation, n'est pas légal. Un CDD, c'est un CDD, un CDI, c'est un CDI. Il y a une période d'essai, un CDI qui peut être assez longue, hein. Mais on a des structures qui sont pas très habiles, des structures de moins de 10 salariés, moins de 20 salariés, pas forcément très habiles sur le droit du travail et qui utilisent un peu les CDD en tremplin. Donc ça, c'est souvent écrit dans l'offre. Le CDD peut devenir un CDI, quoi. Et c'est pas parce que la personne aura finalement réussi à trouver le business suffisant pour que le CDD se transforme en CDI. C'est juste qu'elle aura fait ses preuves, quoi. Donc faut l'avoir en tête. Que ces CDD-là peuvent être marqueurs de deux réalités différentes, le CDD tremplin et le CDD saisonnier, il n'y a pas tant de CDD pour augmentation d'activité, par exemple, comme on peut le retrouver dans l'industrie. 82% à tremplin, 18% à temps partiel. En réalité, on a plus de temps partiel après dans la réalité des structures, parce qu'en fait, lors des entretiens d'embauche, c'est pas les entreprises et les associations qui demandent des temps partiels, c'est les salariés. Et donc, on a en fait une réalité assez importante de demande de temps partiel dans le monde de la transition écologique et solidaire pour des raisons d'engagement, pour des raisons de mode de vie, de qualité de vie, pour des raisons de valeurs que les personnes peuvent porter, notamment autour de la parentalité. Et du coup, on se retrouve à avoir potentiellement plus de temps partiel. Et c'est des choses qui se négocient. C'est pas parce qu'une offre, elle est à temps plein qu'on peut pas négocier un temps partiel ou un 4 jours semaine à 35 heures en condensant un peu les journées, en faisant des grosses journées. De structures qui sont ouvertes aux évolutions. Et si elles ne le sont pas, elles vous le diront. Et si par contre elles ont l'air très gênées et elles vont vraiment raccommoder 15 bouts de ficelle pour que ça marche, faites un peu gaffe quand même et posez-leur des questions parce que ça veut dire que dans la réalité, ça va peut-être pas se traduire très agréablement, mais qu'elles vous veulent absolument et qu'elles sont en train d'essayer de faire des bricolages, bidouillages un peu discutables pour réussir à vous avoir.
Les niveaux de rémunération, c'est un peu pour aussi tordre le cou à un peu un mythe qui est que j'entendais beaucoup dans les structures écolo et solidaires, notamment les assos, on bosse 80 heures pour le SMIC. C'est pas le cas. Là, on voit clairement 14% euh, sont au SMIC et un peu au-delà. Donc c'est assez faible ce pourcentage sur des emplois qui sont massivement à temps plein. Donc on est à peu près sur de l'exact. En fait, on a ce qu'on va appeler une pyramide écrasée au centre, c'est-à-dire que, je sais pas si on peut dire un sandwich, quoi, c'est-à-dire qu'il y a peu d'offres à très bas salaire, mais il y a peu d'offres à haut salaire. Donc, en gros, si vous aviez un salaire de plus de 4 000 € et que vous voulez bosser dans une structure écolo et solidaire, ça va être compliqué. Moi, je vous conseille, soit vous dites, je vais bosser dans une structure, je vais faire vraiment des compromis en termes de à quel point elle porte la transition et accepter plutôt des choses dans des grosses boîtes où je vais quand même avoir des enjeux de transition et ça va être chouette. Mais ça sera une partie de mon poste. Si vous êtes vraiment des structures émergentes de la transition, porteuses d'alternatives, structures généralement moins de 50 salariés, la pyramide est écrasée en dessous de 4 000. On a quelques postes à 3 000 à 4 000. Ça doit être 10%, je crois, entre 3 000 et 4 000. Là, on n'a pas le détail, 10 ou 15%. Souvent à des postes de direction, donc moins directement sur le terrain. Si vous dites, ah, je veux 3 000 € et mettre les mains dans la terre, enfin, au sens vraiment être dans le concret, là, il y a quand même une équation qui va être très, très dure à résoudre, quoi. Donc ça, c'est des choses où pour le coup, faut pas hésiter aussi à en parler aux acteurs. Faut pas que l'argent, ça soit un sujet tabou. Normalement, dans ces structures, ça l'est pas trop parce qu'il y a quand même une forme d'égalité de salaire qui est assez forte. Et faut pas du tout hésiter à parler argent, parler de vos besoins. Et si vous avez des entretiens avec des acteurs ou si par exemple vous avez des entretiens avec nous, de vraiment pas hésiter à dire, moi, c'est ça mon besoin. Moi, en tout cas, quand quelqu'un me dit, est-ce que il paraît que c'est chaud l'argent dans la transition écolo, dans le SS, etc. Je leur dis, mais attends, tu gagnais combien? Et en fonction de ce que la personne répond, ça va être chaud ou pas chaud du tout. Là, vous avez un peu un indicateur de si vous étiez à 7 000 € par mois hors bonus, oui, ça va être chaud. Enfin, clairement, il y a une réduction de salaire, faut l'envisager, qui par ailleurs, à mon avis, correspond quand même à un enjeu de solidarité et de cohésion sociale qui est réel à titre très personnel. Je pense que c'est un peu trop comme salaire. Quelle que soit la profession que vous vous employez, même si vous étiez tireur d'élite, garde du corps du président ou médecin chirurgien cardiaque, enfin, c'est que des gens bossent pour que vous puissiez avoir autant d'argent. Je vous invite à lire le livre si vous êtes intéressé, Ce que nos salaires disent de nous, de Baptiste Milando, qui est un peu un décryptage et qui permet de se donner une idée de qu'est-ce qui fait qu'il y a des inégalités salariales aussi importantes et comment est-ce qu'on peut les travailler. Mais du coup, voilà, vous savez cette pyramide entre 2 000 et 4 000, et plus on va aller vers 4 000, plus on va aller sur des postes de direction avec de moins en moins de terrain, plus on va aller vers du 2 000, souvent, plus on va avoir de petites structures avec beaucoup de polyvalence, beaucoup de terrain. Et donc, c'est aussi des questions de qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez envie de vivre des postes de direction stratégique et que vous visez 4 000, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça peut plutôt correspondre. Secteur clé pour donner une idée, en fait, on a deux secteurs qui tirent beaucoup pour des raisons de soit de turnover, soit de forte employabilité. C'est les solidarités. Donc là, pour ceux qui viennent sur Transition écologique du boulot, pour enlever ces 20%, c'est les structures qui vont vraiment agir sur les enjeux d'urgence sociale, de solidarité, de nouvelles solidarités, comme les danses familiales, par exemple, le fait d'accompagner les aidants familiaux. L'éducation et la jeunesse qui correspond à toute l'éducation populaire, pas mal d'éducation au développement durable à la transition écologique, qui est un secteur qui recrute beaucoup, beaucoup aussi sur du saisonnier, donc ça fait gonfler un peu les chiffres. Et deux secteurs qui sont pour moi les plus matures en termes de transition écologique, c'est l'alimentation et l'économie circulaire, zéro déchet et emploi, où là on a 8% des emplois à chaque fois, mais en fait c'est des emplois beaucoup plus en CDI et souvent plus qualifiés aussi que dans l'éducation à la jeunesse et la parentalité, où on est gonflé par aussi un certain nombre d'emplois d'animation qui par contre tirent les salaires vers le bas, eux, les emplois d'animation. S'il y a des questions, je regarderai dans le chat, j'y répondrai. Évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent, on y répondra aussi oralement après. Quelques chiffres aussi qui peuvent être utiles à penser à partir de nous, les apprenants-apprenantes qu'on a dans Nouvelle Voie. Nos apprenants Nouvelle Voie, c'est des personnes qui ont un plutôt bac+3, bac+5, même si on a des exceptions. La moyenne d'âge, c'est 40 ans. Donc, c'est des personnes qui sont de base employables. C'est important que je le dise parce que comme le taux pour trouver du boulot à la fin de la formation, c'est 94%, c'est normal. C'est des gens, pour la moitié, s'ils appellent leur ancien employeur pour dire, en fait, je crois que la transition écologique, c'est pas mon truc, est-ce que je pourrais revenir dans la boîte? Je pense qu'il y en a la moitié, ils sont repris derrière, hein, parce qu'ils sont pas en difficulté professionnelle, ils faisaient bien leur boulot, ça se passait bien, sauf si évidemment ils avaient connu une souffrance professionnelle ou un licenciement économique, mais pour beaucoup, ils choisissent vraiment la rupture avec leur entreprise ou leur institution pour bosser
dans la transition écologique ou les solidarités. Donc nous, en fait, on estime que on en a autour de 80% qui, un peu plus, qui vont travailler dans une structure de la transition à l'issue de la formation, en prenant plus ou moins de temps, entre 6 mois, un an et demi, suivant un peu leur projet, et avec un niveau de salaire autour de 2 877 brut. Mais là, il faut retrouver ce que je disais, ça dépend vraiment où ils ont envie d'atterrir. S'ils ont envie dans le conseil en éco-conception, ça sera plus de 2 800 brut. S'ils ont envie de travailler dans l'éducation terrain, avec des jeunes en association d'éducation et développement durable à la LPO, ça sera potentiellement moins. Donc ça dépend aussi beaucoup des métiers qu'ils ont envie de faire. Donc ça, c'est pareil. Moi, je conseille vraiment d'individualiser la question pour se dire qu'est-ce que vous avez envie de faire comme métier et essayer de voir un peu les réalités du secteur plutôt que de se dire ça, c'est la moyenne, donc je vais attendre, je dois m'attendre à ça. Ça dépend complètement. Pareil, si vous voulez être à la direction d'une organisation de 20 salariés, vous pouvez vous attendre à plus quand même. Ça me paraît très légitime. Et du coup, on a à peu près 90% qui considèrent que Nouvelle Voie les a aidés à trouver leur travail dans la transition et qui ont, voilà. Et on en a qui ont aussi monté leur initiative à l'issue entrepreneuriale, à l'issue de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont monté une asso, une entreprise dans laquelle soit ils bossent, soit ils espèrent bosser à terme. Donc ça donne aussi une autre photographie un peu différente de celle que j'ai présentée précédemment, en partant plutôt des parcours que des offres. Petite distinction sectorielle pour l'avoir, et j'aurai encore une slide et après on passera au témoignage. C'est pour vous dire aussi sur chaque secteur, il ne faut pas forcément regarder les secteurs en se disant enfin, il y a l'ESS, l'écologie, etc. Mais se dire chaque secteur va avoir des réalités différentes. Et je donne des niveaux de développement pour moi qui peuvent permettre de classer le côté plutôt étape entrepreneuriale où en fait là il faut entreprendre soi-même ou être quelque part première, deuxième ou troisième personne salariée d'une structure en train de se monter. Ça c'est vrai vraiment pour moi sur le textile de réartisanalisation et l'économie circulaire. Donc on a quand même quelques boîtes hein, dans le textile et en économie circulaire, hein, donc textile en économie circulaire. Le textile de réartisanation, on a quelques boîtes comme le Gaulois 1083 où là on a pas mal de salariés, mais dès lors qu'on va avoir de l'économie circulaire, du remploi de matériaux, de textile, de chute, etc., en vrai on tombe quand même sur des structures de moins de 5 salariés souvent, avec quelques exceptions, voire vraiment de l'étape très entrepreneuriale, quoi. Plutôt en émergence forte, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de boîtes qui se créent, d'associations qui se créent, pas mal de volume de recrutement, mais plutôt sur des structures de 10 salariés, 15 salariés, du coup avec des salaires un peu plus bas, mais une forte dynamique et une vraie progression. C'est les secteurs en émergence forte, notamment le réemploi des matériaux du bâtiment, mais c'est aussi sur le mobilier, et c'est sur pas mal de secteurs dans le réemploi où il y a des forts soutiens institutionnels, et il y a un fort, notamment lié à la guerre en Ukraine aussi, il y a eu un fort boom dans la demande institutionnelle qui peut un peu se réduire aujourd'hui, mais on est sur un plateau très positif. Des secteurs en développement très fort, où là, ça continue à grandir beaucoup, avec de la tension parfois, et donc des métiers en tension. C'est notamment le cas de la rénovation énergétique. Des secteurs qui sont sur un plateau stabilisé avec un développement constant positif. C'est le cas de l'alimentation bio, hein. La Biocoop a sorti ses chiffres pour ceux qui pensent que la bio est en crise. Biocoop est sur 10% de croissance de la consommation dans les magasins. C'est à peu près les chiffres du Grappe aussi. Donc on a retrouvé une croissance de la bio. On a eu une crise liée à la superinflation, notamment sur le secteur viande. Mais en fait, on a une forte croissance. Par contre, on a une crise plutôt dans le monde agricole, puisque l'État a désengagé significativement des financements pour des raisons qui sont plutôt d'affichage politique sans doute, parce que la demande de consommateurs étant forte, les aides devraient correspondre en face. Si on est dans un pilotage économique neutre, potentiellement pour des raisons on va dire idéologiques, il y a une réduction des aides à la bio qui est assez incompréhensible au regard du développement du secteur et du besoin. Sinon, bah, en fait, on va avoir de la bio allemande, de la bio italienne, de la bio espagnole, parce que bah, on n'aura pas développé l'agriculture bio qui répond à la demande de consommation bio des Français et Françaises. Et donc, vous entendrez peut-être le mot secteur en tension. Ça, c'est vraiment celui de la rénovation énergétique. C'est-à-dire il y a beaucoup d'aides, il y a vraiment un soutien aux formations assez fort parce qu'il n'y a pas assez de salariés par rapport à la demande des entreprises. Et transition énergétique et rénovation énergétique en font partie, même si ça peut varier finalement suivant les réalités. Là, les énergies renouvelables sont moins portées en ce moment, donc il n'y a plus tellement, à mon avis, de tension sur le marché de l'emploi dans les énergies renouvelables par rapport à il y a 10 ans. Quelques sites pour chercher, mais aussi pour faire votre veille, pour vous dire quels sont les boulots qu'il peut y avoir derrière. C'est trois sites qui sont intéressants. Il y en a d'autres hein, que vous pouvez explorer, mais les trois principaux sur lesquels on fait notre veille, nous, Job That Makes Sense, Ambition SS pour la région Aura. Il peut y en avoir dans d'autres territoires,
que moi je connais pas. Mais par contre, vous pouvez faire sur la région Aura pour vous donner une idée de ce qui peut exister dans votre territoire. Et le réseauti, la différence, si je devais les caricaturer un peu, hein, parce qu'en fait, vous retrouvez des offres dans les trois qui sont les mêmes, mais Job That Makes Sense, c'est un peu plus start-up, un peu plus jeune pousse écolo solidaire, quand même pas mal parisienne encore, même si ça s'est beaucoup diversifié. Ambition SS, c'est région Aura, très ESS, très coopérative, très éducation populaire. Réseautis, c'est très métier de la transition écologique, soit très technique, les pollutions des sols, agriculture, etc., soit très éducation, animation. Donc il y a pas mal d'offres dans les CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, les LPO, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est trois couleurs différentes. Faut regarder dans les trois. Pour moi, faut pas en choisir un, quoi. Les trois sont intéressants. Puis il y en a d'autres, emploi ESS, emploi environnement, Welcome to the Jungle. Et puis après, les classiques, hein, France Travail, vous pouvez trouver des trucs très intéressants aussi, qui ne passeront pas notamment dans ces réseaux-là, parfois. Mais il y a une grosse partie des emplois qui ne passent pas dans les offres d'emploi, qui sont sur des recrutements. En fait, les structures de moins de 20 salariés n'ont aucune envie de recruter en externe. Tant qu'on peut recruter en interne, on fait du recrutement en interne. Parce que c'est beaucoup plus chronophage le recrutement en externe. Donc, il faut pas hésiter vraiment à rencontrer, s'engager bénévolement, créer du réseau dans différents espaces, trouver des espaces d'engagement, faire des immersions professionnelles, des PMSMP. On a un mode d'emploi sur comment faire une PMSMP. Même si vous êtes en emploi, vous pouvez faire une immersion professionnelle grâce à France Travail. Donc vraiment, essayer d'explorer des moyens d'aller à la rencontre vraiment des structures. Nous, on a deux personnes qui ont été salariées ou qui sont actuellement salariées dans ce là qui sont passées par une immersion professionnelle. Et quand on a cherché à recruter, la première truc qu'on se dit, c'est qui sont les gens qu'on connaît qui pourraient prendre le job. Et après, on se dit, bon, est-ce que contraint et forcé, on va aller recruter sur une offre d'emploi? Et donc, c'est notamment sur des métiers de la coordination, vous n'avez aucune envie de recruter sur une offre d'emploi parce que vous allez vous retrouver avec 200 candidatures et ça va être une horreur à traiter. Sur des métiers très spécifiques, genre nous, on a recruté une journaliste. Là, on a eu 50 candidatures, c'était des journalistes, c'était beaucoup plus facile et c'était beaucoup plus logique. Mais en vrai, n'hésitez vraiment pas à faire du terrain, aller rencontrer des gens, faire participer aux événements. C'est vraiment comme ça aussi qu'on se crée, qu'on comprend les acteurs, qu'on identifie là où on a eu travaillé, mais aussi qu'on se crée des opportunités à terme pour bosser, quoi. Et du coup, j'ai terminé ma petite présentation un peu longue. Et du coup, je pose trois questions à nos invités avant qu'on bascule à vos questions à vous. Questions assez simples, mais qui permettent de décrire aussi vos organisations. Quels sont les métiers, comprenant les postes support, quand je dis métier, en l'occurrence Asteria ou la maison, vous avez surtout des mes postes support. Et du coup, sur quel poste vous avez recruté souvent et pourquoi est-ce que c'était que ça se renouvelait beaucoup ou est-ce que c'était des créations? Et on peut commencer par Clémence, puisque c'était Léa qui a commencé. Eh bien, côté Maison de l'Environnement, on a une équipe, donc je disais, on est 7, avec finalement un organigramme qui est un peu au reflet de ce qui se vit dans certaines assos. Il y a plusieurs postes qui sont un peu couteau suisse, avec comme projet ou admin projet, donc des personnes qui ont un peu une double casquette. On essaie quand même de bien avancer à ce que toutes les missions soient bien dispatchées chez les uns chez les autres. Donc, il y a évidemment des fiches de poste claires, mais voilà, de fait, on s'appuie parfois sur, enfin, en tout cas, on crée des fiches de poste avec des doubles casquettes. Euh, il y a, pour le coup, je présentais tout à l'heure la maison de l'environnement comme un lieu, c'est une structure euh, qui pourrait être apparentée à une structure qui fait réseau. Enfin, on n'est pas directement sur le terrain, donc en fait, on a beaucoup plus des personnes qui sont derrière un ordinateur à coordonner des projets et on n'a pas d'animateur, concrètement parlant. Donc, on a ouais, plutôt ce profil de coordinateur de projet, un peu d'admin, de la com. Et cette spécificité d'avoir aussi des personnes plutôt action culturelle, documentalistes. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans et demi et j'ai embauché déjà 3 CDI, mais à chaque fois des renouvellements, enfin des renouvellements. On n'a pas créé de poste, on a eu des départs successifs. Il y a un certain turnover, même si ça peut faire un peu peur, trois personnes qui partent
en si peu de temps, mais au final, c'est aussi voilà, des personnes qui étaient là depuis longtemps, qui sont parties, enfin, des histoires de vie. Mais du coup, à chaque fois, des réflexions sur des petites modifications des fiches de poste pour toujours mieux coller aux réalités de ce que sont les métiers. Et puis, pour parfois retirer les spécificités de telle personne a amené ça sur ce poste. C'était son truc, mais on aura du mal, en tout cas, à viser cette compétence-là spécifique qui n'est pas finalement indispensable pour continuer. Et on a recruté aussi du CDD, mais plutôt en CDD de remplacement, mais ce qui peut être aussi des premiers pas pour des personnes dans des structures. Et là, c'était plutôt documentaliste. Mais avec cette ouverture de pouvoir proposer un poste de documentaliste à quelqu'un qui ne l'est pas, si elle cochait d'autres cases. Donc, ça a été le cas pour un des CDD. Et ouais, voilà, on est vraiment plus sur du renouvellement que sur du développement pour l'heure. Mais voilà, je te laisse la parole, Léa. Oui, bah de notre côté, Asteria, il y a eu une belle croissance en 10 ans puisqu'on est passé de un salarié à 5 aujourd'hui. Peut-être pour vous dire un peu quels sont les métiers au sein d'Asteria. Le premier poste qu'on a créé, c'était autour de notre cœur de métier, qui est l'accompagnement de personnes qui ont envie d'agir et qui ont besoin de ressources pour le faire. Donc l'accompagnement reste le cœur de métier. Donc concrètement, ça consiste à recevoir des personnes en rendez-vous, échanger avec elles sur leur parcours et leurs envies d'engagement, sur leurs valeurs et les mettre en relation avec des associations qui recherchent des bénévoles. Donc ça demande à la fois une bonne connaissance de l'écosystème associatif du territoire et puis une capacité à pouvoir entendre ce que la personne nous amène et pouvoir le traduire aussi en manière de s'engager. Dans le monde associatif parisien en l'occurrence quoi. Donc ça c'est un peu un cœur de métier. Ensuite on a créé un autre poste plutôt autour des compétences d'animation, d'organisation d'événements, de mobilisation citoyenne qui correspond à un autre pôle d'Asteria qui est plutôt autour moins de l'accompagnement personnalisé mais de la valorisation et de la facilitation de l'engagement citoyen. Donc avec l'organisation d'un gros événement annuel, avec la coordination du Guide pour Agir, qui est là encore le petit frère du Guide pour Agir d'Anciella à Lyon. Voilà, ça a été un deuxième poste et c'est aussi un cœur de métier très important d'Insteria parce que au-delà de l'accompagnement individuel, bah, il y a aussi bah, la mission que les gens arrivent jusqu'à nous et donc de faire connaître la possibilité de s'engager pour les personnes qui en ont envie. Et ensuite, s'est développé assez vite dans l'association un pôle recherche-action. Ça, c'est une petite spécificité d'Asteria. On est une asso qui très tôt avons eu besoin de créer de la connaissance pour mieux comprendre en interne les enjeux de l'engagement citoyen et de ce qui pousse les personnes à agir. Et donc, on a eu plusieurs projets de recherche-action, ce qui a nécessité de recruter bah, des personnes avec un profil plus recherche. Alors, pas forcément des chercheurs académiques, mais en tout cas des personnes qui avaient une capacité bah, à mener des entretiens, à faire du terrain, à mener des enquêtes et à faire de la bibliographie autour autour de ces questions-là. Donc aujourd'hui, c'est deux personnes à temps partiel parce qu'elles sont sur des projets particuliers qui ne nécessitaient pas forcément des temps pleins, qui ont plutôt cette casquette recherche à Asteria. Et enfin, on a un poste qui est plutôt un poste support de développement et de suivi administratif et financier où on a une personne ben, qui est en fait transversale à tous les projets de l'asso et qui va plutôt avoir un rôle de bah, assurer le suivi des projets et puis développer des partenariats, notamment dans le but de trouver des ressources financières pour l'association. Donc ça, c'est nos métiers, mais ce qui est important de dire, c'est que dans chacun des postes, en fait, il y a une nécessité d'être un peu couteau suisse, c'est-à-dire qu'en fait, le poste accompagnement, le poste animation, les postes recherche et le poste support bah, n'empêche pas d'avoir bah, à chaque fois
des dimensions qui relèvent plutôt de la gestion de projet, de la coordination générale de l'asso, voire parfois de la formation quand on fait des formations. Enfin, il faut être un petit peu touche à tout et avoir envie de travailler en transversalité. Donc, ça demande souvent de sortir de sa zone de confiance. Enfin, notamment, je parlais de formation, ça a été des nouvelles compétences pour beaucoup de nos salariés qui les ont développées petit à petit pour former des volontaires en service civique dans le cadre des formations civiques et citoyennes ou des salariés d'associations dans d'autres cas. Euh, et pour répondre aux autres questions, ben, le poste sur lequel on a recruté le plus régulièrement, c'est quand même le poste mobilisation et animation, parce que c'est un poste qui attire pas mal des profils jeunes, et donc c'est une période de la vie où je pense qu'on a envie de connaître plein de choses, et donc c'est des postes où il y a plus de turnover. Je pense aussi que c'est des postes peut-être qui sont un peu plus usants, donc ça explique que les personnes restent moins longtemps. Pour les autres postes, on a plutôt des durées de vie des personnes dans la structure de l'ordre de 4, 5, 6 ans parfois. Donc, pour le coup, c'est un peu plus long. Et donc, les recrutements, ça peut être à la fois du renouvellement, donc par exemple sur ce poste mobilisation et animation, mais aussi du développement de structure. Enfin, je le disais tout à l'heure, on a petit à petit augmenté la masse salariale à mesure que l'asso se développait. Je n'avais pas retrouvé comment établir le son. J'étais en train de répondre aux questions. Du coup, question suivante. Merci à toutes les deux. Question suivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de vos derniers recrutements, qu'on ait un peu comment ça se passe? Et si vous en avez un prochain que vous avez en tête, je crois que ce ne sera pas le cas, mais le cas échéant, vous pouvez aussi le partager. Ouais, je parlais tout à l'heure de plusieurs recrutements en CDI. En fait, ces plusieurs recrutements se sont faits sur le poste, oui, le poste de chargé de communication. Donc, il y a eu des départs successifs sur ce poste-là. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais voilà, c'était important de le préciser sur les compétences attendues. Et là, le dernier recrutement qu'on a fait, c'est un collègue qui était là depuis 7 ans et qui, pour des raisons toutes personnelles, est parti. Et son poste, c'était chargé de projet. Poste assez large avec pas mal de missions, autant ouais, de gérer des projets dans les murs que en dehors des murs. Enfin voilà, une sorte de portefeuille de projets assez varié, avec une cohérence, mais une cohérence qui s'est construite au fil de ses montées en compétences, on va dire. Et donc, à l'occasion de son départ, ça a été aussi celle de se reposer la question de euh, comment faire évoluer sa fiche de poste, qu'est-ce qu'on attendait d'une autre personne. Et donc, on a un petit peu retravaillé, notamment parce que à l'usage, dans la réalité de notre quotidien, on se rendait compte qu'il y a certaines missions qui étaient pas assez bien fléchées ou assez bien dotées. Donc, on a retravaillé un peu la fiche de poste et on a donc lancé une annonce sur les sites qui ont été précités tout à l'heure. Je plus sois la réflexion de Martin tout à l'heure de dire que gérer des recrutements quand on est une petite équipe, c'est pas simple. Mais voilà, nous, on a quand même pris le parti d'ouvrir aux candidatures parce qu'on avait notamment pas assez de candidats repérés pour le faire assez sereinement en interne. Et on a eu 200 réponses à cette annonce, donc un bel engouement. Pas mal de réponses qui tenaient la route, hein. Il y avait peu de candidatures complètement à côté. Ce qui était demandé aux candidats, c'était de répondre à un formulaire, de s'éviter de faire une lettre de motivation qui peut tout et rien dire. Donc, on avait fait un formulaire et les candidats partageaient aussi leur curriculum vitae. J'ai fait une présélection, je crois, d'une vingtaine de candidats oui, ou 15 ou 20 candidats que j'ai présentés au bureau pour aboutir à 6 candidats reçus en entretien, avec un premier entretien
euh, avec justement ce salarié qui était sur le départ, mais qui a joué le jeu aussi de m'accompagner sur l'entretien. Et puis, voilà, une série de questions, vraiment un entretien pour se rencontrer. Et suite à cet entretien, il y a deux personnes qui sont restées en lice et qu'on a reçues sur un entretien plutôt de mise en situation. Donc, vraiment, sur les réalités de ce qu'allait être le poste, un petit exercice fictif qui permettait aussi de voir, les réactions, et les productions, sur voilà, une petite heure, ou 1 heure et demie de travail. Il se trouve qu'on a finalement recruté une personne qu'on connaissait, et qui a été en alternance chez nous, sur un tout autre poste, mais qui a su montrer qu'elle était en capacité aussi, et très volontaire pour prendre ces nouvelles fonctions-là. Et donc elle est là depuis plusieurs mois et bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi ce côté, plus on connaît une structure, enfin, candidater à une offre et tout de suite percevoir les enjeux de la structure et savoir répondre de manière très juste, c'est hyper compliqué. Alors, on essaie dans les entretiens, évidemment, de faire la part des choses entre euh, ce qui peut s'acquérir et puis ce qui est de l'ordre d'une réflexion plus aboutie, d'une maturité sur les réflexions, etc. Mais ça a été un avantage quand même pour elle de bien connaître et le territoire et les enjeux qui étaient les nôtres, quoi. Voilà, je te laisse la main, Léa. Oui, bah, pour vous raconter un recrutement est dans le thème de la Désolé, journée, j'ai puisqu'il tourné la s'agissait page, mais du... j'arrive pas à revenir en arrière. Donc, on a la question d'après, mais j'arrive pas à revenir sur l'arrière. Désolé. En tout Pas de cas, souci, tu peux répondre je bien à les ai la en question tête. précédente. Ouais. Euh, oui, pour vous raconter un recrutement qui est dans le thème de la journée, c'était un recrutement qui était une évolution professionnelle pour la personne. On a recruté une personne qui était prof de français, qui avait passé 8 ou 10 ans, je ne sais plus, dans l'éducation nationale avant, et puis qui s'était en partir pour travailler dans le monde associatif. Euh, Nous, ce qui nous a marqué et poussé à l'embaucher, c'est que bon, déjà il y avait un enthousiasme fort et le sentiment qu'il y avait une adéquation en fait entre son envie d'évolution professionnelle et ce que le poste proposait. Donc quelque part, on y a vu un gage de motivation dans l'exercice du poste, de voir que il y avait concordance en fait entre l'envie d'évolution et puis ce que le poste nécessitait. Donc ça c'est une première chose. Pour vous raconter un peu le process, enfin comme à la Maison de l'Environnement et je pense comme dans beaucoup de structures de la transition écologique et solidaire, nous on a renoncé aux lettres de motivation. Donc on fait aussi des formulaires en ligne avec des questions qui sont très ciblées sur ce qui nous intéresse particulièrement de voir chez les personnes qu'on recrute. Donc c'est un petit formulaire en ligne qui sert de base avec le CV bien sûr à une présélection et après on voit également des personnes en entretien avec cette spécificité que on voit toujours à Asteria les personnes deux fois dans une perspective on voit moins de personnes la deuxième fois mais aussi pour que elles soient vues par des personnes différentes puisqu'il y a toujours une équipe de recrutement qui mixe équipe salariée donc équipe de coordination et administrateurs et administratrices. Donc moi, c'est en tant qu'administrateur et administratrice que j'ai fait ces recrutements et c'était systématique que les administrateurs participent activement à ce recrutement. Euh, pour la personne dont je parlais en évolution professionnelle, l'entretien avait duré 2h30, donc c'est un peu du jamais vu chez Asteria. Ça ne dure pas aussi longtemps d'habitude, quoi. Mais là, en fait, on avait pris le temps de la rencontre. Enfin, il y avait eu une rencontre, quoi. Et je crois que c'est important de le dire dans un recrutement. Enfin, c'est avant tout une association et une équipe qui rencontrent une personne. Et donc, faut pas hésiter, je pense,
à aller de ce côté-là et à permettre à l'équipe de comprendre qui vous êtes et ce que vous venez rechercher dans la structure. Donc il y avait aussi une dimension informelle, bon, qui est peut-être aussi due au fait que Clémence le disait, parfois une équipe avec peu de personnes salariées, ben c'est pas tout à fait évident de mener un recrutement. Donc bah, parfois on est un peu dans l'informel et on tâtonne un peu. Donc ne soyez pas étonnés non plus si les process de recrutement sont pas toujours hyper calés dans ce type de structure là. Top. Merci. Bah, du coup, on a la slide qui est déjà là, qui n'attendait que l'une ou l'autre. Un conseil assez synthétique au sens un conseil unique et pas un chapelet de conseils que vous auriez à donner à une personne en évolution professionnelle vers vos métiers ou les métiers que vous pouvez connaître par vos engagements et fonctions professionnelles. Et je sais pas qui commence, entre Clémence et Léa, comme vous voulez. La première personne qui parle. Eh ben, allez, comme j'ai le micro ouvert, j'y vais. Bah, peut-être un conseil à donner, ce serait de valoriser fortement vos expériences militantes ou bénévoles. Enfin, dans le cas d'une évolution professionnelle, on n'a pas toujours d'expérience professionnelle à amener pour montrer qu'on est adéquat pour le poste. Mais enfin nous, en tout cas, Asteria, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde autant que les expériences professionnelles, la capacité de la personne à s'engager par ailleurs de plein d'autres manières sa capacité à bah, porter les valeurs et à incarner ces valeurs au quotidien. Et donc, quelque part, les compétences que vous pouvez acquérir dans des sphères militantes, bénévoles ou même des sphères personnelles, parfois il y a des engagements voilà, très personnels, sont tout à fait valables dans le cadre d'un recrutement si la personne leur donne du sens et leur donne de la cohérence dans le parcours, quoi. Donc ce serait mon conseil. Moi, j'avais un conseil clin d'œil, c'est évidemment de faire nouvelle voie. Enfin, pour le coup, c'est en tout cas quelque chose que moi j'observe sur le territoire lyonnais où il y a déjà eu plusieurs promos. En fait, on voit un peu les conséquences de ces formations sur le paysage des professionnels. Enfin voilà, et on retrouve quelques apprenants sur les bancs des assos qui œuvrent autour de la transition écologique. Mais c'est un conseil clin d'œil, donc il compte pas comme conseil. Et sinon, bah, celui que j'avais, tu l'as déjà dit, donc je le cite, mais je me permets d'en donner un autre encore. C'est évidemment de faire des immersions, c'est hyper intéressant. Et tu citais tout à l'heure les immersions qui sont possibles via France Travail, et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Du coup, mon vrai conseil, ce serait peut-être euh, pas complètement balayer ce qui a été votre vie d'avant si vous pensez à une reconversion. En fait, vous avez, enfin, fondamentalement parlant, les expériences, vous serez toujours plus attendu à un endroit où vous avez déjà réussi à développer une certaine expertise et vous avez des choses à apporter. C'est super intéressant de pouvoir venir avec des compétences qui ont déjà été éprouvées, parfois dans des univers qui sont très différents de celui sur lequel vous avez envie d'aller maintenant, mais fondamentalement parlant, euh, enfin, pour illustrer sur le poste com à la Maison de l'Environnement, moi j'ai eu l'opportunité du coup d'embaucher une personne qui venait pas du tout du secteur associatif et pas du tout de la transition écologique, mais en fait, sur un poste de com, c'est pas ce que je lui demande. Alors, je lui demandais évidemment d'avoir cette envie de nous rejoindre et d'avoir une certaine compatibilité dans les valeurs, etc. Mais en fait, son profil, il était hyper intéressant parce qu'en fait, elle avait envie de faire le switch. Je pense qu'à certains égards, elle s'est demandé si elle allait complètement changer de métier. Mais en fait, c'était finalement plutôt un chouette choix de se dire, bah, en fait, je vais faire peu ou prou le même métier. En tout cas, je vais lui trouver
un équivalent dans une structure où je trouve plus de sens, quoi. Voilà. Top. J'ai essayé de répondre à pas mal de questions dans le chat. Je m'en suis noté une de Valérie qui est importante et utile, mais n'hésitez pas à remettre dans le chat celles qui n'auraient pas eu de réponse ou celles qui vous sont venues pour on peut déborder, je pense, de 5-10 minutes. Celles et ceux qui doivent partir pourront partir. Avant peut-être de répondre, et si des personnes vont partir un peu au dernier moment, enfin avant le dernier moment, on vous renverra les informations, mais il y a plein de choses qu'on a pu dire, qu'on retrouve sur notre espace évolution. Si vous allez sur Institut Transition, .org, vous avez dans la barre du haut un endroit qui s'appelle Espace Évolution. Il a vraiment été pensé pour guider les personnes en quête de sens en évolution pro sur plein de choses. Il y a des articles inspirants, il y a des ressources utiles, il y a plein de contenus qui peuvent vraiment vous nourrir. Et il y a des modes d'emploi sur comment faire une immersion, comment faire un entretien professionnel qui sont pas juste des modes d'emploi faits pour le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. C'est vraiment, on a beaucoup travaillé dessus. Ils sont un peu longs, donc on essaie de les rendre un peu didactiques, mais avec plein de conseils qui sont vraiment utiles et des témoignages pour essayer de rendre ça incarné et fertile pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller dessus. Et pour toutes les questions sur Nouvelle Voix, il y avait la conf de Fanny ce matin que vous avez dû faire. Sinon, on a des replays des webinaires et on est là pour échanger avec vous si Nouvelle Voix vous intéresse suite à la promotion tout à fait bienveillante pour pouvoir dire trois conseils au lieu d'un de Clémence. Mais du coup, la question de Valérie, après, je regarde les questions qui pourraient arriver. C'était sur se former ou non. Est-ce que c'est nécessaire? Alors déjà, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a est-ce que vous allez vers un métier qui est très technique avec des enjeux de formation qui sont presque réglementaires ou pas, mais vous sentez qu'il faut la formation. Par exemple sur l'éco-conception, sur le bilan carbone. Ça peut être des formations courtes, ça peut être des formations longues sur la rénovation, sur les matériaux biosourcés. Bah là, en fait, oui, il y a des formations et ça, les acteurs du secteur vous le diront en disant si tu fais pas de formation, ça va pas être bon et si tu fais une formation plutôt chez tel acteur que chez tel autre pour des raisons d'éthique ou c'est des raisons de qualité de la formation. Et après, il y a tous les métiers de la coordination, du chef de projet ou chef de mission, chargé de mission. Il y a plein de termes comme ça un peu flous qu'on peut difficilement expliquer à un enfant de 3 ans et demi ou de 5 ans parce que ça ne veut pas dire grand-chose, on gère des trucs, quoi. Et tous ces métiers-là, c'est des compétences transversales, comme disait Séverine, qui peuvent être complètement réutilisables, réemployables. Et que du coup, dans ce cas-là, l'enjeu, c'est est-ce que vous avez besoin d'informations pour faire tremplin? Et ça, c'est vraiment l'idée de Nouvelle Voie pour nous. C'est un tremplin pour des gens qui ont déjà pas mal de compétences, qui vont se dire comment je réemploie, je recycle, je réutilise les compétences, les expériences que j'ai eues dans des structures écolo et des structures solidaires. Et donc, c'est une année qui va faire cette transition. Dans ce cas-là, en fait, pour moi, la formation sera jamais indispensable. C'est un tremplin. Mais plein d'expériences de terrain, plein de lectures, plein de rencontres peuvent tout à fait remplacer. C'est juste que nous, on se dit, l'outil nous formatif, il va permettre d'accélérer, de faciliter, d'accompagner, de rendre plus agréable certains moments, certaines difficultés, certains défis, et de favoriser une meilleure insertion, à la fois pour les personnes, mais aussi pour les structures qui les accueillent, notamment les accultures en bien. Donc en fait, ça fait que Nouvelle Voie, c'est typiquement ça va pas être quelque chose qui va être diplômant. Et il y a des formations qui sont plus chefs de projet. Elles peuvent être diplômantes, vous avez déjà un bac+5, bac+3, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est de vous acculturer, de vous nourrir, de vous créer des opportunités, de vous créer des ressources qui vont vous permettre de trouver. Ce qui est complètement différent pour moi des formations diplômantes nécessaires qui peuvent être si vous êtes sur l'éco-conception, sur le bilan carbone, où là, il faut forcément la certification sur l'éco-rénovation pour pouvoir travailler. Donc, je vais regarder les questions qui sont sorties en dehors des. Merci beaucoup. Oui, le verbe plus soyez existe, Séverine, c'est tout à fait une nouveauté, une innovation moderne, mais non, ça n'est, je pense pas, un verbe tout à fait accepté par l'Académie française. Je me permets de poser une question en matière de conviction religieuse au sein des structures, notamment le port de signes religieux comme le voile. Bah là, ça va être très variable. Nous, en l'occurrence, à l'Institut, nous avons deux personnes qui sont voilées. Je dirais qu'il y a quand même une attention qui est beaucoup plus favorable dans la plupart des associations et des entreprises écolo et solidaires, mais c'est pas du tout automatique. C'est exactement les mêmes remarques que je ferais sur tous les autres sujets. Il faut avoir sa vigilance, ses questions, pas hésiter à l'exprimer, à l'expliquer aussi, parce qu'il y a aussi un enjeu pédagogique autour des convictions religieuses qui sont nécessaires pour que les personnes soient en capacité d'entendre les différences. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un travail plus important qui est fait, mais ça peut être aussi des enjeux générationnels, c'est-à-dire que des entreprises jeunes auront peut-être plus de facilité à comprendre un certain nombre de réalités
que des associations avec des personnes dont le conseil d'administration a plus de 70 ans pour qui c'est quelque chose qui n'était pas courant dans leur période de formation, de jeunesse, d'engagement et qui le vivent pas du tout de la même manière. Donc c'est un objet, le voile, qui est un objet problématique au sens qui va poser plein de problèmes à des personnes. Et pour moi, l'enjeu, c'est d'être transparent et de l'exprimer parce que, en tout cas, dans les structures avec lesquelles je peux travailler, ça ne pose aucun problème. Euh, qui empêcherait un recrutement, mais c'est un truc à poser. En tout cas, nous, notre chargé de com absolument génial à mes côtés, Emma, on l'a parce que elle a décidé de porter le voile et la boîte où elle était censée travailler lui a dit que c'était pas possible et finalement elle a dû chercher une alternance au dernier moment. Comme nous, on était au tout début de l'institut, on était à l'arrache et on a eu la chance d'avoir Emma comme ça. Et après 3 alternances, elle est en CDI chez nous et c'est trop bien. Donc, c'est aussi une réalité que vous êtes forcément amené à vivre et pour laquelle on peut que reconnaître qu'elle existe et qu'il faut agir dessus comme on peut. Postuler avec une expérience transférable, quitte à se former en interne après pour développer les compétences, connaissances encore non maîtrisées. Oui, oui, ça, il faut carrément le faire. Donc, le fait d'avoir, bah, je crois que vous disiez que vous étiez prof de français, il faut pas hésiter à le faire. C'est là aussi où nous, on a pas mal de profs qui font Nouvelle Voie. C'est un bon outil justement d'avoir des expériences qui permettent de le renforcer et de le confirmer. Mais clairement, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et c'est là aussi où les engagements bénévoles, où les immersions sont quand même assez fertiles pour venir prouver qu'un prof de français, c'est pas bon qu'à faire prof de français dans un collège. Parce que ça peut être une idée reçue, ça peut être une représentation. Mais aussi, il y a vraiment des réalités très différentes dans certaines structures qui sont différentes de l'éducation nationale pour le meilleur, mais aussi parfois pour du plus difficile. Et donc, ça peut être important d'avoir cet temps d'acculturation qui permet de le faire. Et peut-être là-dessus, je sais pas si, notamment Léa, tu voulais compléter quelque chose avec ton expérience, comme la question vient d'une prof, mais Oui, non, bah, notamment, enfin, nous, ce qui nous avait aussi parlé dans le profil de la personne dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi que la question de la pédagogie, de la capacité à transmettre, ben, nous, ça fait partie de nos métiers à Asteria, donc c'est pas le même public, c'est pas le même contexte, c'est pas le même contenu, mais pour autant, c'est des compétences qui sont tout à fait transférables. Donc, en fait, faut aller saisir dans son parcours ce qui relève. De quelque chose de pertinent pour le poste, quoi. ah oui, bien vu Juliette, je m'avais prévu de le dire, je l'ai dit dans le chat, mais il y a une autre conférence vraiment sur la question de la formation nécessaire ou pas, où Fanny fait vraiment un accompagnement au discernement pour vous aider à vous positionner, donc n'hésitez pas. Ronan de Kersozon. Les annonces demandent souvent une expérience dans le milieu associatif et plus généralement dans le SS, surtout sur des postes en transverse proches de la direction. Est-ce possible de postuler sans ces expériences? Pour moi, dans tous les cas, c'est toujours possible de postuler. Il faut savoir qu'il y a des chances effectivement de ne pas être sélectionné, surtout que c'est les postes transverses. En fait, le gros problème qu'on rencontre, c'est que c'est les postes où on a le plus d'offres, plus de candidatures. Et que du coup, nous, la question du questionnaire qui vise justement, enfin, du coup, qu'on a évoqué avec Clémence et Léa, qu'on fait aussi côté Anciella ou Institut, c'est un très bon outil pour essayer de sortir de ça, justement. Sinon, il n'y a que le CV et la lettre de motivation qui est un outil complètement dysfonctionnel. Donc, il n'y a que le CV et là, clairement, on est très disqualifié dessus. Donc, pour moi, la formation, c'est un outil pour y pallier. Aussi parce que l'absence d'expérience peut aussi être quelque chose qui rend difficile l'insertion vraiment positive dans ces secteurs, de bien s'acculturer, de bien y travailler. Mais c'est un outil pour que ce soit possible. Encore une fois, l'immersion, l'engagement bénévole, euh, potentiellement des expériences un peu fortes qu'on va vivre. Ça peut être aussi des stages qu'on peut avoir l'opportunité de faire grâce à l'APEC ou autre, vont potentiellement permettre que ce soit bien écrit dans le CV justement, et que dans le CV, il y ait quand même des indicateurs autres que dans Passion, j'aime les oiseaux, que vous avez un intérêt pour l'écologie, quoi. Parce que malgré tout, ça reste un outil, le CV, indispensable pour signifier que vous avez un enjeu de s'intéresser. Pauline, concrètement, à quel moment s'adresser à vous? Est-ce que il faut avoir un problème déjà défini? Alors, si là, c'est plutôt pour le côté formation, pas du tout. Faut pas hésiter à nous écrire dès maintenant, demander un rendez-vous d'orientation, dès lors que peut-être Nouvelle Voie est intéressant, ou à nous envoyer un mail avec des questions. En fait, nous, on reste une porte d'entrée, qu'on fasse ou pas Nouvelle Voie derrière. C'est moi par mail et ou Léa ou d'autres, on va toujours vraiment répondre pour essayer de vous donner des pistes utiles. Donc, il n'y a pas de bon moment. Dès le moment où ça commence à vibrer à l'intérieur et à se dire j'ai envie, c'est déjà le bon moment pour commencer à échanger. Par contre, il y a des bons moments pour faire certaines choses. Il y a un bon moment pour faire la formation, il y a un bon moment pour postuler, il y a un bon moment pour quitter son boulot et se mettre dans la zone un peu prise de risque avec un chômage de 18 mois. Donc, euh, donc, faut pas hésiter à nous solliciter dès maintenant en tout cas. Et il y a une JPO, une journée porte ouverte que nous on propose en ligne pour ceux qui sont pas lyonnais. Donc,
N'hésitez pas aussi à y participer. On renverra le lien, mais vous la retrouvez sur le site. Et peut-être que Léa pourra envoyer le lien aussi à un moment. Je regarde s'il y avait d'autres questions. J'ai l'impression que non, en fait, il y a encore d'autres peut-être questions. J'ai l'impression d'avoir rien raté. Ah, spécialité militaire, c'est vrai, effectivement. C'est pas sûr. Pour moi, c'est pas. Je suis pas sûr. Faut pas hésiter à nous envoyer des messages, Séverine, un CV en spécialité militaire, en industriel. On a des gens qui viennent de partout dans l'industrie et qui ont trouvé des boulots, donc je négligerai pas. Pour la Belgique, je laisse Léa, qui est notre représentante, notre ambassadrice de la Belgique, répondre si elle sait si on a des associations, des organismes similaires en Belgique qui peuvent ressembler à Ancila, l'Institut ou d'autres. Ouais, moi je connais notamment Better, qui est plutôt une association qui valorise d'autres associations par les dons citoyens. Moi je suis abonnée et je la conseille parce que ça permet de se tenir au courant de tout l'écosystème belge sur plein de domaines différents. Donc voilà, petit clin d'œil à Better. Eh ben, je crois que on a répondu à tout. Quelle adresse mail utiliser pour nous contacter? Alors, moi, il y a mon nom, prénom plus Institut Transition, mais en fait, contact arrive sur moi, je le mets là. Dans le message que vous aurez à la fin, transition. Alors, parce qu'on vous enverra le PowerPoint et yes. On vous enverra le PowerPoint, vous en tout. L'adresse lettre arrivera sur moi et après, moi, je refais le lien avec les personnes. Si vous m'écrivez en disant, ah, je voudrais le contact machin, ah, au fait, j'ai une question pour truc, on fait le lien, mais l'adresse contact va arriver sur moi. Et donc, je crois que j'ai répondu à tout. Donc, je ne sais pas s'il y a un dernier mot que j'aurais oublié, Clémence, que tu veux partager ou Léa, une réponse que j'aurais pas faite aux questions qui peuvent être partagées. Et vraiment, n'hésitez pas, envoyez des mails, nous contacter. On n'est pas phobique des mails. On aime. Juste répondre parfois à quelqu'un et lui donner une solution, ça nous fait un petit boost de sentiment d'utilité et qui coûte pas très cher dans nos journées. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Et bah, du coup, bonne journée. Moi, c'est la seule conférence que j'anime. Je crois que Léa, tu seras en back-office pour Fanny sur une de ses confs. Ouais, et avant ça, à 13h30, celle sur l'entrepreneuriat animée par Mathilde. Donc on vous retrouve dans 20 minutes. Et ben, j'espère que tu auras le temps de manger, Léa, du coup, parce que le petit retard te met peut-être dans le rouge alimentaire. Pas de Et à souci. Bonne bientôt. journée à tout le monde. Merci. Je te laisse arrêter le partage, Léa, j'imagine.